Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir à cette rencontre avec Wally Pfister, organisée dans le cadre des conférences du Conservatoire des Techniques. Alors qu'est-ce que c'est que le Conservatoire des Techniques, me direz-vous, bien que beaucoup d'entre vous le savent déjà. En 2008, la Cinémathèque française a créé un département qui s'appelle le Conservatoire des Techniques, qui a été donc créé pour valoriser, mieux organiser, mieux faire connaître une immense collection technique, la collection des machines de cinéma, qui a été constituée à partir de 1939 exactement par la Cinémathèque française et son fondateur, notamment Henri Langlois. La première pièce collectée par Henri Langlois, c'était la caméra de Georges Méliès, que vous pouvez voir au musée Méliès. Donc vous voyez, la collection débutait bien. Et depuis 1939, cette collection elle a grandi énormément. On compte aujourd'hui plus de 6000 pièces, 6000 machines de tout pays, de toute époque, puisqu'on a des machines très anciennes du XVIIIe siècle à nos jours. Et une fois par mois, le Conservatoire des Techniques organise des projections, une conférence où on invite des réalisateurs, des techniciens, des chercheurs, des universitaires qui traitent de sujets particuliers, parfois très pointus, sur l'histoire des techniques. Et donc on a la chance parfois d'inviter des très grands directeurs de la photographie. Ce soir, c'est Wally Pfister. Et ce soir, si on a pu organiser cette rencontre, c'est grâce au Fonds culturel franco-américain et grâce plus particulièrement à François Besson, qui est directeur de l'action culturelle, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Le Fonds culturel franco-américain est né d'une envie, en fait, d'auteurs de cinéma français et américains d'échanger plus souvent, de se voir plus souvent, et c'est comme ça que la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui est la première société de droit d'auteur au monde, et qui a donc beaucoup de sociétaires qui sont hors de France, plus la Writers Guild of America, la Directors Guild of America, et ensuite la MPA, la Motion Picture Association, ont décidé de monter un fonds ensemble, dont le but est principalement de favoriser les échanges entre les professionnels des deux pays. Et c'est comme ça que le fonds a créé le premier festival du film français à Los Angeles, The American French Film Festival, qui est donc le TAF, puisqu'on va au TAF maintenant. Le festival a changé de nom il y a peu de temps pour assumer son statut, précisément, de premier festival de film français aux États-Unis. Et on a d'autres actions qu'on ne voit pas forcément, puisque l'action du fonds est principalement tournée vers les professionnels. Et c'est dans ce contexte qu'on a décidé de s'associer au Conservatoire des Techniques et à la Cinémathèque, avec laquelle le lien est d'ailleurs assez ancien. Et il est même très fort, puisque le président d'honneur du Fonds culturel franco-américain, je crois, est quelqu'un que vous connaissez ici, puisque c'est Costa Gavras. Et l'autre mission du Fonds a un enjeu stratégique particulièrement majeur, c'est de savoir enfin qui, entre les Américains et les Français, a inventé le cinéma. Donc nous avons une guerre de 100 ans qui est partie pour durer, mais finalement on a quand même décidé qu'une des solutions, c'était de dire qu'on l'avait inventé ensemble. Voilà. Merci, bonsoir à mon tour, bonsoir à toutes et à tous. À mon tour aussi de remercier François Besson et par son intermédiaire le Fonds culturel franco-américain, parce qu'effectivement, une rencontre comme celle de ce soir, cette discussion avec Wally Pfister et la projection du prestige, et bien sûr, c'est grâce aux efforts conjugués du Fonds culturel franco-américain et de la Cinémathèque, ici même, dans la maison d'Henri Langlois. L'autre remerciement, ce serait à la Warner Bros, puisque, vous le savez, l'année 2023 a été consacrée à la Cinémathèque française à rendre hommage à ce grand studio qui fête son centenaire. Il y a eu plusieurs rétrospectives, mais les conférences qui ont eu lieu cet après-midi dans le cadre du Conservatoire des Techniques et cette rencontre de ce soir s'inscrit aussi dans ce partenariat, dans ce mécénat, puisque la Warner Bros est un grand ami de la Cinémathèque française. Enfin, puisque j'en suis au remerciement, je voudrais remercier les partenaires et les mécènes à l'année, structurels, qui aident tout simplement à ce que la Cinémathèque puisse ouvrir et vous proposer le programme qu'elle vous propose, le ministère de la Culture, le CNC, Chanel, Netflix et bien sûr la Fondation Gann pour le cinéma. Ce soir, on va accueillir effectivement Wally Pfister. Wally Pfister, c'est un grand directeur de la photographie américain
Il a quelques 40 films à son actif et 40 ans d'activité. On reviendra avec lui, bien évidemment, sur certains moments clés de sa carrière, mais bien sûr, il est connu, il est reconnu, il est même récompensé d'un Oscar pour son travail avec le réalisateur Christopher Nolan. L'Oscar, c'est pour le travail exceptionnel qu'ils ont fait ensemble sur Inception, le film qui est sorti en 2010 et oscarisé en 2011. Donc c'est cette collaboration au long cours qu'on pourra questionner avec Wally Pfister. Et si je devais, avant de l'accueillir sous vos applaudissements, si je devais résumer en un mot, on y reviendra, le parcours de Wally Pfister, je dirais que c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'expérimenter. C'est un expérimentateur, mais c'est un expérimentateur un peu particulier. C'est quelqu'un qui, dans les années 2000-2010, avec Nolan, a créé de nouvelles images, de nouvelles perceptions, un nouveau sens du spectacle cinématographique. Il suffit de penser aux 3 Batman, c'est eux, et qui a expérimenté au sein de blockbusters. Et donc, s'il a expérimenté au sein de blockbusters, c'est-à-dire au cœur de la machine hollywoodienne, est-ce que du cinéma expérimental et tout public peut cohabiter? Ils en sont peut-être une incarnation. Voilà. Sur ce, et sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir ce créateur-là, cet expérimentateur-là. Merci sous vos applaudissements d'accueillir Wally Pfister. Merci beaucoup. Oh, there, au centre. Thank you very much. It's a very nice reception. Wally Pfister, bonsoir. Un grand merci. Un grand plaisir de vous accueillir à la Cinémathèque française. C'est pour nous, comme je vous disais hier, c'est-à-dire qu'on a tellement vu vos films, les films avec Christopher Nolan, qu'on a l'impression de vous connaître déjà un petit peu. En quelques mots, je résume, et on y reviendra, votre parcours. Vous avez commencé à être directeur de la photographie dans les années 90, les films à petit budget. Et puis, vous avez changé en quelque sorte de catégorie dans les années 2000. Sans citer tout de suite les films de Christopher Nolan, on peut citer un film comme Laurel Canyon en 2000, ou aussi bien Moneyball, en français Le Stratège, un film de Bennett Miller avec Brad Pitt. Vous avez vous-même, dans les années 2010, en 2014, réalisé un film avec Johnny Depp, un film de science-fiction qui s'appelle Transcendence. Et c'est un film sur l'intelligence artificielle en 2014, à une époque où le sujet n'était pas autant qu'aujourd'hui d'actualité. Et puis bien sûr, dans les années 2000, vous avez travaillé beaucoup avec Christopher Nolan, 7 longs métrages, depuis Memento en 2000 jusqu'à The Dark Knight Rises en 2012. Ma première question, Wally, ce serait, on sait que Christopher Nolan est allé au festival de Sundance en 1999. Et là, il a vu un film qui s'appelle The High Line, un film photographié par vous et qui est en partie un road movie. Ma question, c'est, selon vous, qu'est-ce que ce jour-là, Christopher Nolan a vu sur l'écran qui lui a donné envie de vous connaître, de travailler avec vous et de vous proposer Memento? Qu'est-ce qu'il a vu comme qualité? Vous pouvez vous permettre ici d'être immodeste, on est entre nous. Qu'est-ce qu'il a vu comme qualité de chef opérateur à l'écran? Yeah, to answer simply the following, the last question, the first 5 guys weren't available, so it's really true. Chris had interviewed a bunch of DOPs, and I was at the time working on a film in Alabama, a low-budget feature film. I was doing all low-budget movies at that time, and I think it was just
really a bit of fate that I was somewhere on his list. And he had seen that film, The High Line, that I'd done 1 year before. It was at Sundance. And he was at Slam Dance simultaneously with his film Following. Oh, do you okay, sorry, I want to talk. That's okay. I'll keep it simple. That's okay, that's okay. Oui, je pense que la première chose d'abord, hein, c'est que j'étais disponible en fait. À l'époque, je travaillais en Alabama sur un film à petit budget. C'était ce que je faisais principalement à l'époque, des films à petit budget. Christopher Nolan avait noté un certain nombre de noms de directeurs de la photographie et voilà, je crois que c'était une espèce de coup de chance, coup du sort, qui a fait que moi j'étais disponible, qu'il a vu ce film High Line que j'avais fait une année avant, alors que lui aussi il était à Sundance pour un film qui s'appelait Follow, et voilà. So yeah, then he brought me in to meet him for Memento. And I had read the script and it kind of blew me away. And so I knew there was something special in it. I'm not sure I completely understood the script, but I knew there was something special. I knew I could do something visually. So I met with him and that began, 7 films together over a period of, 15 years or so, 14 years. Oui, et effectivement, à ce moment-là, il m'a engagé pour travailler sur Memento. J'ai lu le scénario qui m'a littéralement bluffé. Je ne suis pas sûre que j'avais tout compris, mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait là vraiment quelque chose de très très particulier, de très spécial, et j'ai senti que je pouvais faire quelque chose visuellement à partir de ce scénario-là. Et voilà, ça a été le premier d'une série de 7 films sur une durée de 15 ans. Alors, comme dans Memento, remontons dans votre mémoire. Parlez-nous un peu de vos années de formation en quelque sorte. Alors je rappelle que vous êtes né à Chicago et que vous avez grandi à New York. Comment en fait avez-vous pour la première fois découvert le cinéma peut-être en tant que spectacle? Et quelles ont été les motivations qui vous ont poussé vers ce métier? Yeah, I definitely came to cinema as a viewer, as a kid. And there were a couple of films, I think both my parents were, were into the cinema. And there were a couple of films that really changed my life, and 2001 was one of them, Stanley Kubrick's 2001. My dad took me to see it in its initial run in 1969, I think, and I was way too young to understand what was going on in the film. But being a kid of that age, you're excited about space in general, and as years passed, I saw the film more and more. But that began, my interest as a viewer and as a fan of film. Je crois qu'effectivement, mon intérêt pour le cinéma, il a commencé d'abord comme spectateur. J'ai vu un certain nombre de films qui vraiment m'ont marqué. Je crois qu'à l'époque, mes 2 parents étaient des gens qui aimaient beaucoup le cinéma. Et le premier souvenir que j'ai, c'est mon père, en fait, qui m'emmène voir 2001 Odyssée de l'espace lors de sa sortie, 1969. Évidemment, je suis bien trop jeune pour comprendre tout ce qui se passe dans le film. Mais à cet âge-là, évidemment, on est complètement passionné par l'espace, et du coup ça a été le début, et puis après il y a eu d'autres films. So, other films? Yeah, and the other thing that happened at that time too, a few years later, was I grew up in a small town outside of New York City, and they did a lot of filming in our area in Westchester County. Excuse me. And there was a Burt Reynolds film that was being filmed. Seamus. It was Burt Reynolds and Diane Cannon, and this is like 1972, I think, and so I was around 11 years old. And they were filming right up the street from me, so me and my friends would go up the street and watch the filming happen. So
It's sort of right out of a storybook, but I completely got the passion for it, seeing the Mitchell cameras and the arc lights and all the activity of the set. I completely fell in love with the process. So I think the two worlds came together, both seeing films in the theater and the process. And it was always an event as a kid. I hope I'm not saying too much. Blind. It was always an event as a kid to go see a James Bond movie. So, you know, that was one of the things that made it special as a child, was event movies. Oui, il y a aussi autre chose en fait qui va se passer quelques années plus tard. Je viens donc d'une petite ville à l'extérieur de New York, dans le county de Westfield, et c'est un endroit où il y avait beaucoup de tournages en fait. Et je me souviens particulièrement d'un film de Burt Reynolds, Sharon, qui s'appelle Seamus. Oh, Seamus. Ok, Seamus. Yes. Yes. Ok. Et donc avec Diane Karen, et on est en 72, j'ai 11 ans, et là avec mes copains, on se faufile en fait pour essayer d'être au plus près de ce qui se passe. Et je crois que c'est à ce moment-là que je démarre cette fascination pour les caméras Mitchell, que je suis complètement passionnée par ces projecteurs qui sont là, que toute cette activité en fait sur le plateau me fascine complètement. Donc je crois qu'il y a ce mélange en fait du cinéma vu sur écran et du cinéma fabriqué, et puis aussi après, vers cet âge-là, le fait d'aller au cinéma, c'est toujours un événement, en fait. Et j'adore aller voir les James Bond. Alors, vous qui avez tourné en IMAX, vos premiers pas en cinéma, c'est du 8 mm. Yeah, that's a good point to make. Yeah, the first films, and so once I had developed this passion for filmmaking, my father had bought a Super 8 camera, and he didn't do anything with it. He didn't even want to take the family home movies, so I picked up the camera and began with home movies and panning way beyond the scan rate and everything being out of focus and creating disastrous home movies, basically. But loved the process again, and wanted to try to figure out how to create with the Super 8 camera, and at this time I was around 12 years old. Oui, et puis une fois que je démarre cette passion en fait pour le faire des films, mon père va acheter une caméra Super 8 en fait, et puis finalement il réalise, il s'en occupe pas de cette caméra, ils sont pas prêts à réaliser ces films de famille, et moi je vais me saisir de cette caméra, et puis je vais commencer à la balader un peu partout, faire des tas d'images. Évidemment tout est flou, bien sûr, c'est un usage désastreux de l'outil, mais je devrais faire ça en fait. Mais alors, à quel moment vous avez eu le sentiment que vous vouliez d'abord être directeur de la photo, mais surtout que vous étiez capable de tenir le poste? Est-ce que c'est par exemple lors de votre formation à l'American Film Institute à la fin des années 80, ou est-ce que c'est sur un de vos premiers tournages? Quand est-ce que vous vous êtes dit mais oui, je peux être directeur de la photo? My career began at a television station, actually, and I was a production assistant at a television station when I was 18. So I didn't go to college right away, and so I started learning everything I could at this television station. And the very first job I actually had there, the very first job I had there was turning on the TV transmitter. I don't know why they gave me that responsibility, but then I learned the cameras, and I also learned the audio board, the soundboard. So I wanted to learn everything I could, and the camera, kind of pulled me in, is the simplest way to put it. And so the first job I had behind the camera, I was 18, and I was doing the 6 and 11 news on the studio camera, on a video camera. And it was a pretty boring job, but I was excited to be doing it and getting paid to do it.
Oui, en fait, j'ai démarré dans une chaîne de télévision. Hein, j'avais 18 ans à l'époque. Je ne suis pas allée tout de suite, en fait, à l'université. Donc ils m'ont d'abord donné cette responsabilité de allumer je ne sais pas trop quoi, et puis ensuite j'ai été derrière la caméra, j'ai travaillé aussi sur la console son, donc vraiment il y a eu cette attirance en fait, hein. J'ai essayé d'apprendre le plus de choses possible et j'ai vraiment développé cette attirance pour le travail derrière la caméra, et la première chose que j'ai faite en la matière c'était en fait les infos 6-11 heures avec une petite caméra vidéo. C'était quelque chose de très très ennuyeux en fait, mais pour moi c'était très exaltant, et puis j'étais payée pour le faire, j'étais contente. Est-ce que vous pourriez nous parler de Roger Corman? Roger Corman, vous faites partie visiblement de cette école de Roger Corman. Alors c'est incroyable le nombre de gens qui ont été formés par Corman. Il faut expliquer voilà, que c'était Roger Corman était à la fois un réalisateur lui-même et un producteur qui, dans les années 60, est aussi bien à Jack Nicholson qu'à Peter Bogdanovich, enfin toute une génération d'acteurs, de réalisateurs, de directeurs de la photo pour des films tournés, on pourrait dire, avec un tout petit budget et le plus vite possible. Et je crois qu'il a 97 ans aujourd'hui, il est toujours de ce monde. Absolument. No, not today's birthday. Oh, now. Okay. 97, really? Yeah, wow. Yes, I'll back it up a little bit because there's a path that I took. Je fais un petit retour en arrière, parce qu'en fait, il y a une voie là, entre les deux. I had been working in Washington, D.C. First as a news cameraman and then doing documentaries. And I'd reached sort of the top level of documentary cameraman when I was about 27 years old. Et donc à l'époque, donc je suis à Washington DC, j'ai démarré donc comme caméraman des infos, des actualités. Ensuite, je passe au documentaire et à l'âge de 27 ans, je suis en fait un opérateur, enfin un chef-op de documentaire très reconnu. And I had an opportunity while I was in Washington D.C. through luck and fate. To work with Robert Altman, the director Robert Altman, and that really changed the course of my career, my life. I ended up working with him on a television series for 6 months on the B camera, and after that I got the bug and I wanted to come to Los Angeles and go to Hollywood and get into the business. Oui, et en fait, je me suis retrouvée, grâce à une maison de production, à avoir la possibilité de travailler avec Robert Altman. Je vais travailler avec lui sur une série de télé de 6 mois, sur une caméra B, en fait, hein, et ça va être une opportunité absolument formidable, et là, je vais vraiment attraper le virus, en fait, et avoir envie d'aller à Los Angeles et de rejoindre Hollywood. So, in between Robert Altman and Roger Corman was film school, and I went to the AFI cinematography program in Los Angeles. And there was a path from film school where that was the next step that you took, was working for Roger Corman. And it was a factory. And there were about 12 films a year being made there. There was always a film in pre-production, in production, and in post-production at the factory. It was in Venice, California, at an old lumber yard. Et entre Robert Altman et Roger Corman, il va y avoir donc l'école de cinéma. Hein. Et après l'école de cinéma, une fois que l'école de cinéma est terminée, il y a quelque part un débouché immédiat, une fois qu'on a fini l'école, et c'est cette espèce d'usine en fait de cinéma qui se trouve à Venice, et où il y a à peu près une douzaine de films qui sont faits par an, ce qui fait qu'il y a toujours un film qui est en pré-production, en train de se faire, et en post-production. And at that time,
I was helped by, I was aided and worked with two other cinematographers, Phaedon Papamichael and Janusz Kaminski. And we all sort of worked together on these films, and I worked as a key grip, and I worked as a gaffer and an electrician for Phaedon and for Janusz. And then I ended up shooting second unit for Phaedon Papamichael. So it was really a great time for us because we were all helping each other out, and you know, before everybody, you know, got as big as they did, and it was an incredible film school. It was our graduate school, is what it was. Oui, effectivement, à cette usine de cinéma qui se trouvait dans une ancienne usine, pour le coup. Là, je vais travailler avec deux camarades qui sont aussi directeurs de la photo, Janusz Kowalski and the other one? Janusz Kaminski. Kaminski, oui. Et l'autre, the other one is? Papamichael. Phaedon Papamichael. Et du coup, je vais là occuper, en fait, à peu près tous les postes, voilà, jusqu'à être dans la deuxième équipe. Et c'est vraiment une période formidable parce que on s'aide tous les uns les autres. Il y a d'autres gens aussi qui sont là, donc avant que tout le monde puisse avoir sa propre carrière, il y a une véritable entraide et c'est quelque part notre moment de postgrad en fait. And just for context, Janusz Kaminski, as most of you probably know, has been the cinematographer for Steven Spielberg the last 30 years now, since Schindler's List, and has won 2 Oscars, I believe. And Phaedon Papamichael did the Indiana Jones movie this year, and is a very prolific cinematographer himself. Oui, et donc quelques informations de contexte. Kaminski est le chef opérateur depuis 30 ans de Steven Spielberg depuis La Liste Schindler. Et Papamichael, il vient de faire le dernier Indiana Jones. Peut-être justement ce qu'on disait à propos de Roger Corman, la question de la vitesse. Vitesse de tournage, vitesse demandée à ses collaborateurs. J'en viens au film Le Prestige, parce que Le Prestige, vous le tournez, c'est votre 4e long métrage avec Christopher Nolan, et au moment où vous le tournez, vous sortez l'un et l'autre d'un autre tournage qui est Batman Begins. Et Batman Begins, c'est 130 jours de tournage, ce qui est énorme. C'est vraiment une immense superproduction. Et Le Prestige, c'est moitié moins. Ça reste une superproduction, un film historique, en costume, mais c'est 60 jours de tournage. Et surtout, Nolan vous dit, j'allais dire à la Corman, si on peut dire, avec d'autres moyens, vous dit, je veux un tournage qui aille plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chef opérateur sur une superproduction comme Le Prestige que d'aller plus vite? Et est-ce que vous pouvez donner un exemple particulier à votre poste de ce que c'est qu'aller plus vite sur un tournage de 60 jours? I guess it's every director wants the cinematographer to write as fast as they can and to be able to execute everything so that the director, and rightly so the director has more time with the actors. You can start. Oui, je pense qu'en fait, tout réalisateur veut que son directeur de la photographie travaille aussi vite que possible parce que de cette manière-là, ça lui libère du temps pour travailler avec les comédiens. So Chris and I had developed a relationship on Memento, working very quickly together, and we certainly carried that into our philosophy in doing the second film, which was Insomnia. Batman Begins was a much larger kind of blown up production. As you said, it was 130 days, so it required a lot more time in general, and I think that following that process, Chris was really looking forward to
taking advantage of my Roger Corman experience and the fast method of lighting and shooting for the Prestige. Oui, effectivement, hein, depuis Memento, on avait avec Christopher Nolan développé une manière de travailler ensemble qui était plutôt rapide, et c'était quelque chose qui était devenu la philosophie en fait de notre travail et qu'on avait retrouvé sur Insomnia. Mais Batman Begins, comme vous l'avez dit, hein, c'est une production bien plus importante et donc du coup, ça va gonfler aussi le temps nécessaire au tournage. Et je pense que après cette expérience-là, qui avait été si longue, d'une certaine manière, Christopher Nolan était tout à fait prêt à tirer parti de l'expérience que j'avais eue avec Roger Corman. Alors justement, si vous deviez définir, en partant du Prestige justement, si vous deviez définir ce qu'était votre style, quel est le style de Wally Pfister au milieu des années 2000, quelle est votre conception de la lumière sur un tournage comme le Prestige? Well, my philosophy hasn't changed sort of since then, which is what I enjoy most in lighting is a look of naturalism. So everything was grounded in a look of naturalism, and something that I understood and I think suited the stories well. Moi, je crois que ma philosophie, elle n'a pas changé entre ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle était à l'époque. Hein. Je crois que de toute façon, ce qui m'intéresse toujours, c'est un style plutôt naturaliste et quelque chose qui est vraiment comme ça enraciné dans une espèce de réel. Oui. But I also like darkness. J'aime aussi le côté sombre. So you mentioned the movie Moneyball earlier that I did with Bennett Miller. One of the things to achieve naturalism sometimes in lighting, you have to, take away a lot of the light. And shooting the baseball stadiums in Moneyball, I shut off most of the lights in the stadium and created a more moody look on the field to try to make it feel more cinematic. So to me, that darkness kind of takes it to a place of naturalism. Oui, et pour donner peut-être un exemple un peu plus précis, je vais reprendre un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure de ce film que j'ai fait qui s'appelle Moneyball avec Bennett Miller. Et quelquefois, le naturalisme, la recherche de naturalisme, quand comme moi, on aime quelque chose qui est plutôt sombre, ça peut aussi être travaillé avec moins de lumière. Et par exemple, quand j'ai fait ces plans du terrain de baseball, en fait, j'avais fait couper la majeure partie des éclairages habituels du terrain, hein, justement pour tirer les choses vers plus de contraste et plus naturel pour moi, plus naturaliste. Mais ce style naturaliste, cette simplicité, ce traitement minimal de la lumière, pour y arriver, ça exige paradoxalement d'abord d'énormes connaissances de la lumière en question et aussi des outils très précis que vous semblez quasiment utiliser depuis le début. Je pense que vous aimez les utiliser, les caméras Panavision, la pellicule 35 mm qui est très importante à vos yeux, et ensuite bien sûr la pellicule IMAX, mais ça on en parlera après, des objectifs anamorphiques. Voilà, ce serait un peu les outils de votre palette, si je puis dire. Yeah, I think so, and I always start with what's there, and that philosophy is in lighting as well as kind of equipment. I'd almost rather be given something and said, "Here, do what you can with this," Here's the location. Find the right time of day to shoot the location. Find the perfect time of day to shoot the location. Here's a camera. Figure out what you're going to do with this camera. What lenses make sense to you and why.
and then kind of let it fall into place. And the tools are there to serve your ideas and your vision. So I would rather kind of start with the vision and the idea and the natural setting, and then find the best way to film it. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois que ma manière de travailler, en fait, aussi bien pour la lumière que pour l'équipement, c'est de faire avec l'existant, faire avec ce qui est là, que ce soit, voilà, on va me dire, ça, c'est le lieu où on tourne, donc débrouille-toi avec ça. Donc mon travail à moi, c'est de trouver le meilleur moment, en fait, où on peut tourner dans cet endroit-là. Et puis on va me dire, tiens, voilà une caméra, fais ce que tu peux avec ça et essaye de voir quels sont les meilleurs objectifs que tu vas utiliser et pourquoi. Donc je dirais que je préfère toujours quelque part avoir des outils, je pars en fait d'une vision et d'idées et après j'essaye de voir comment je peux mettre ce qui est à ma disposition au service de cette vision et de ces idées. Et en même temps, alors je ne sais pas si c'est une pratique de beaucoup de chefs opérateurs, mais il me semble que vous n'hésitez pas sur un tournage à utiliser plusieurs types de caméras, plusieurs types d'objectifs, que vous mélangez vos outils. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut aller jusqu'au bout de la comparaison avec le peintre, mais vous n'hésitez pas à mélanger et vous craignez pas que justement ça jure ou que ça se voit que vous n'utilisez pas toujours le même outil pour peindre un même film. Yeah, I think not being afraid is important. Not letting fear of whether the studio thinks it's going to be too dark, fear of whether a format is going to cost too much money or is going to be difficult. If you worry about that, you have to do what they make you do, but if you go in with fear and you're starting at that point, I don't think you can be able to achieve anything artistically. Having said that, yeah, I think there is, in the case of IMAX, that was very much a Christopher Nolan thing, He wanted to shoot that large format immersive. And we first did it on the Prestige, actually. And I'll explain that in a second. Ok. Et oui, je pense que de toute façon, c'est important de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur que le studio vous dise ah oui, mais ça va être trop sombre. Ne pas avoir peur que le studio vous dise ah oui, mais tu peux pas travailler avec ce format-là parce que ça va coûter trop cher. Évidemment, à la fin du compte, vous ferez ce qu'on attend de vous, mais si vous commencez à avoir peur de ce qu'on peut éventuellement vous opposer, ça ne fait pas avancer les choses. Ceci dit, par exemple sur l'IMAX, ça c'était vraiment une idée de Christopher Nolan, et de travailler donc avec ce format, ce grand format, et on l'a fait pour la première fois sur le Prestige. Venons-en alors à l'IMAX. Donc vous avez fait des films entièrement en IMAX, vous avez fait des films en partie en IMAX et en 35 mm. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'IMAX, qu'est-ce que c'est? C'est le plus beau format qui puisse exister en cinématographie à l'heure actuelle. C'est une pellicule à défilement horizontal, donc 70 mm de large, 15 perforations de chaque côté de l'image. On obtient un négatif et ensuite une copie positive que l'on projette de la même façon grâce à des appareils fabriqués par IMAX, et on obtient une projection absolument magnifique. Bon, il ne faut pas confondre l'IMAX avec le vieux procédé qui était déjà merveilleux Todd AO, qui était négatif 65 mm, qui était ensuite transféré en 70 mm. Donc l'IMAX, c'est vraiment la Rolls-Royce du film, la Rolls-Royce des caméras. Et donc, vous avez eu la chance d'utiliser cet outil fabuleux pour obtenir un résultat fabuleux, absolument merveilleux. Et aujourd'hui encore, quand on projette des films en 70 mm IMAX, il y a toujours beaucoup de monde pour voir ces films, parce qu'il y a un sentiment de widescreen merveilleux que le cinéma numérique ne peut pas offrir. Donc,
comment vous vous êtes confronté avec cet outil extraordinaire et comment aussi, comme le disait Bernard, comment on peut mélanger en fait les deux formats dans un même film. So again, the credit for IMAX being so popular now has to go to Christopher Nolan. It was really in 2005, I think, when we shot this film. We had the visual effects department of Batman Begins had shot some IMAX for the visual effects work. Chris saw that material and thought, this format, to be able to put an audience in this immersive experience is going to be a game changer. And at the time, neither of us liked 3D, and 3D, by 2010 was very popular, but neither of us thought it would last and stand the test of time. But Chris had the vision to work with IMAX on, The Dark Knight for the first time. We shot 25% of that movie on IMAX. And he's subsequently shot more and more and more IMAX. And now really so many other filmmakers have caught on to that. And now it's a marketing tool, it's a selling tool. So Chris got into it for artistic reasons, but believed in its ability to be marketable. And 15 years later, he's proved it. Oui, une fois de plus, je veux vraiment souligner que le crédit pour choisir l'IMAX, c'est Christopher Nolan, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui, je crois qu'on a fait le film en 2005, qui va choisir ce format, réussir à l'imposer. En fait, sur le Batman, il a, alors que les gens des effets spéciaux faisaient des essais, il a découvert ce format et là il s'est dit, il était totalement émerveillé, et il s'est dit que c'était le format qui allait permettre de proposer aux spectateurs une réelle expérience immersive, que c'était un format qui avait la capacité vraiment de changer les choses pour le cinéma. À l'époque, ni lui ni moi n'aimons la 3D, on n'a pas non plus le sentiment que c'est une technique qui va durer dans le temps. Donc 25% de Dark Knight va être filmé en IMAX, et puis ensuite Nolan va de plus en plus utiliser ce format-là. Format auquel il croit d'abord pour des raisons artistiques, mais dont il est convaincu également de la puissance en tant que marketing, en fait. Il pense qu'il y a vraiment en fait une possibilité de vendre ce format et en faire quelque part un appel par rapport à certains projets de films. Et quelles sont les grandes modifications que vous devez envisager quand vous tournez, quand vous passez du 35 mm au 70 mm? There's a learning curve, obviously. And what happened, the first test we did was on this movie, The Prestige. And as you watch the film, there's one scene where Christian Bale is in the same frame with his brother, so it's two Christian Bales. We shot that I believe he's looking in a mirror, I can't remember, it's been a long time. But that was shot in IMAX, a single shot in the movie was shot in IMAX. So we broke out the IMAX camera, and that was my first experience with it. And it's a massive camera. And more than anything else, there are technical things we needed to overcome. The focus is more critical. There were a set of rules the IMAX people told us we had to follow, and we threw those out the window. I'll let you catch up on that. Tranquille. Bon, évidemment, il y a une manière d'apprendre comment on utilise un outil comme ça. Alors la première fois, c'était sur le Prestige. Je me souviens d'une scène particulièrement où
Christopher Bale est avec son frère à l'image, hein, donc en fait il est là 2 fois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, hein, donc si mes souvenirs sont bons, il y a un jeu de miroir. On a fait ça en un seul plan. Évidemment, c'était la première expérience. Il faut apprendre parce que c'est une caméra qui est très très grosse. Donc il y a des petits points techniques en fait qui sont un petit peu plus délicats avec, notamment la mise au point, qui est plus difficile. Et puis évidemment les ingénieurs nous avaient donné tout un tas de règles pour l'utiliser, dont on ne s'est pas du tout soucié. So, to answer your question, the first challenge is this enormous frame size. So, you're dealing with different aspect ratios, 4:3, but you see everything. So, the first challenge is where do you put your lights? Le premier défi, hein, c'est qu'évidemment, vous avez un cadre énorme. Vous n'avez pas mentionné en fait le format, c'est un 4:3. Et du coup, on voit tout. C'est très très large en fait. Hein, et du coup, le premier défi, c'est où est-ce qu'on met les éclairages. And then the second challenge is the enormous size of this camera and trying to work in a quick fashion as we had before, but with this large camera body and utilizing that for action sequences, which we did on Dark Knight. Et le deuxième défi, évidemment, c'est la taille de la caméra, et c'est donc arriver à trouver avec la manipulation et l'utilisation de la caméra, à retrouver le rythme rapide qu'on avait auparavant. Et voilà, pour les scènes d'action, notamment dans Dark Knight, ça n'a pas été forcément facile. Et justement, vous parlez de la taille et du poids de la caméra IMAX. Vous avez une singularité, c'est que non seulement vous, en tant que directeur de la photo, vous faites la lumière, mais il peut vous arriver aussi d'être au cadre. C'est-à-dire que vous portez la caméra, et le Prestige en particulier est un exemple flagrant de votre travail à l'épaule. Et pour le Prestige, entre autres, les plans à l'épaule, vous les faites avec une caméra Panaflex Millennium XL2, qui, d'après nos calculs, pèse au moins entre 10 et 12 kilos. Et vous avez tourné pendant 5 semaines avec cette caméra sur l'épaule. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de ce tournage et comment on se prépare physiquement à encaisser un tel poids? Well, first of all, I don't do it anymore. Bon, d'abord, je fais plus ça. We made the Prestige 18 years ago, I think. And at that time, I was 18 years younger. Alors, on a fait le Prestige il y a 18 ans, évidemment. À l'époque, j'avais 18 ans moins qu'aujourd'hui. And but at that time, it was physically demanding, you know, to be able to shoot. I should begin with Chris felt he wanted to shoot the whole film handheld, and I loved that idea. And it's not the entire film, but I would say probably 80% of this film is shot handheld. Oui, et puis quand on commence le Prestige, Christopher Nolan veut tourner le film caméra à l'épaule entièrement. C'est une idée que j'aime beaucoup. On n'y sera pas fait entièrement caméra à l'épaule, mais 80% quand même. I thought I would be okay doing it, and I think I tried to get in shape before doing it, but I think it was very physically demanding, but I absolutely loved the way we were filming it. And it'll be interesting for me to see, because I haven't seen this film in, 10 or 15 years. Mais je vous pose aussi la question. Ah, pardon. Et évidemment, donc, c'est quelque chose de physiquement extrêmement exigeant de travailler avec une caméra aussi lourde. À l'époque, j'avais vraiment le sentiment que j'étais capable de le faire physiquement, et j'ai adoré en fait ce tournage et comment on a travaillé.
Et ça va être une grande... Je vais revoir le film là avec vous et ça va être très intéressant pour moi puisque je ne l'ai pas vu depuis 10-12 ans. Et je vous pose la question parce que c'est quand même d'abord surprenant de tourner un film historique, un film en costume, un film d'époque, en plan, enfin comment dire, à l'épaule, à caméra à la main, mais aussi ça va un peu contre l'idée qu'on a beaucoup de Christopher Nolan, à savoir un cinéaste très méticuleux sur son découpage. Or, il vous a littéralement confié d'écrire en quelque sorte avec votre caméra à l'épaule son histoire à lui. C'est-à-dire que vous êtes entré dans le décor et vous faites le découpage, ou du moins vous décidez de suivre tel ou tel acteur. Donc, d'une certaine manière, il vous confie l'histoire, il vous confie son histoire, et ce qui veut dire aussi que vous ne travaillez pas tant que ça avec un storyboard. Yeah, I mean, Christopher Nolan is a meticulous filmmaker, but he's an incredibly collaborative filmmaker. And every actor will say this, and everybody who's ever worked with him knows that he has an enormous amount of respect for the people, for his collaborators. Alors c'est vrai que Nolan c'est un réalisateur extrêmement méticuleux, mais en même temps c'est quelqu'un qui vraiment travaille de manière collaborative, qui respecte beaucoup toutes les personnes de son équipe, et ça tout le monde vous dira des acteurs techniciens. So in that, if you're going to take on the spirit of letting things happen in front of the camera, and you're going to, film the film handheld, he gave me an enormous amount of freedom in the way we filmed scenes and the way we blocked scenes. So for me, it was easy to go back to my roots as a documentary cameraman and follow the action, and that's what he wanted. So, it certainly wasn't a meticulous, planned, way to film it. It's a more spontaneous way, and that's really what he was trying to achieve. And that also allows the actors to be spontaneous and to have a freedom that they wouldn't normally have. And I think all the actors had the time of their life on that film. Oui, et c'est vrai que, si on réalise un film dans l'esprit de travailler à partir de ce qui va se passer, d'être donc avec une caméra à l'épaule qui est libre et qui saisit en fait ce qui se passe sur le plateau, et je crois que c'est vraiment ce qui m'a laissé faire librement. Ça m'a permis de retourner à mes racines avec Corman, et c'est vrai que là on n'était pas sur quelque chose qui était écrit de manière très fixée, on était beaucoup plus sur quelque chose de spontané, et ce qui était vraiment ce que Nolan voulait, une spontanéité aussi qu'ont retrouvé les comédiens, puisque cette manière de travailler leur permettait d'être beaucoup plus libres, et je crois que ce film a été pour les comédiens qui y ont participé un des grands moments de leur carrière en fait. Alors, le prestige vient après Batman Begins. Alors paradoxalement, l'action de Batman Begins se situe aux États-Unis, mais le film a été entièrement tourné dans les alentours de Londres, et le prestige dont l'action se situe à Londres a été entièrement tourné aux États-Unis. Moi, j'aime particulièrement ce film dans votre filmographie, et surtout dans la collaboration avec Nolan, parce qu'il y a dans ce film un traitement vraiment très particulier de la lumière. Je pense que c'est la première fois, probablement, que l'on voit la lumière réelle qui existait dans les théâtres londoniens à la fin du 19e siècle. Et je sais que vous avez fait beaucoup de recherches sur les lampes à gaz, les lampes à arc qui existaient à cette époque, pour restituer cette atmosphère très étrange que vous allez découvrir tout à l'heure, si vous ne l'avez pas vu, ce film, qui offre vraiment un spectacle merveilleux. Thank you, first of all. It was strange that this film was done entirely in Los Angeles, but I credit Chris and his production designer Nathan Crowley,
who did a lot of the films with us together. And I think Chris and Nathan early on started looking around LA and found, strangely, in these theaters and warehouses and homes in LA, found enough stuff from turn of the century that would work to tell the story. Oui, alors c'est vrai que c'est étrange hein, que le film ait été réalisé aux États-Unis et à Los Angeles, en fait. Et la capacité d'avoir su trouver ces endroits qui étaient des endroits qui correspondaient à ce tournant en fait entre le 19e et le 20e siècle, ça on le doit à Christopher Nolan et à son chef décorateur Nathan Cromley qui ont pu trouver dans la ville en fait des vieux théâtres, des entrepôts, même des maisons qui avaient le style adéquat. So for me, to be in Los Angeles meant I could use my crew and have all the collaborators, you know, that I've worked with for years in that city. We had a bit more time to be able to develop and test and define how the light was going to work in the film, which meant research. Oui, le fait d'être à Los Angeles, évidemment, c'est quelque chose qui m'a permis d'être avec les techniciens avec lesquels j'avais l'habitude de travailler depuis de nombreuses années, ce qui veut dire aussi qu'on a eu plus de temps pour développer, pour essayer, en fait, et chercher, bien sûr. And my research began with looking at a lot of paintings. There's not, you know, a lot of photography from that era. And then reading a bit and finding out what, you know, what existed. I think the film takes place in 1906, and what existed then and where we could stretch it a little bit. Then I began, you know, shooting tests with real firelight and with different sources of light to mock the limelight, the spotlights. And that was a lot of fun too. It's a lot of fun finding it, you know, and it was new for me. Oui, et le début en fait de cette recherche, elle s'est faite sur des peintures d'abord, hein, puisqu'à l'époque il n'y a pas énormément de photographies, un peu de photos, pour trouver vraiment ce qui existait à l'époque. Je crois que l'époque où se déroule le film c'est 1906. Donc là, du coup, on fait des essais avec des véritables becs de gaz, on fait des essais en rajoutant un peu de lumière artificielle pour voir un peu ce que ça donne jusqu'à ce qu'on trouve. Hein, et ça, c'était un travail tout à fait passionnant et c'était quelque chose de tout à fait nouveau aussi pour moi. Mais comment, comme Laurent l'a dit, vous avez reconstitué Londres sur un terrain appartenant à Universal en Californie. Comment, du point de vue de la lumière par exemple, on retrace le côté, j'allais dire, sombre de Londres au tout début du XXe siècle, sous le soleil de la Californie. Comment on arrive à créer, alors là on est vraiment dans l'illusion et la magie, comment on arrive à créer cette illusion-là de la nuit en plein jour. Vous avez dit dans une interview que, alors peut-être on va vous prendre pour un mégalomane, mais vous avez dit « You have to recreate the sky ». Vous avez à recréer le ciel. Yeah. It begins with great production design. Oui, ça commence vraiment avec un très très gros travail du chef décorateur. Donc Nathan Crowley. Nathan Crowley, who's done so many great films and did every one of those films except for one. He didn't do Inception with us; he was on another film. But Nathan always had an incredible eye, incredible artistry, and that's how you know. It's laid out for me, you know. And then in terms of lighting and night work,
it's finding examples of things that you love and something that you think is appropriate, but has the mood and look that you want. Oui, je crois que voilà, c'est vraiment Nathan Cromley qui a travaillé sur tous les films sur lesquels j'ai travaillé avec Christopher Nolan, à l'exception d'Inception qu'il n'a pas fait. Mais c'est vraiment lui, en fait, qui a préparé tout le travail pour moi. Après, je dirais, il faut essayer de trouver les lumières qui correspondent, il faut essayer de trouver cette idée d'obscurité, de ténèbres. Voilà, mais il faut essayer d'être le plus juste, mais ça c'est passionnant. Mais donc, dans le travail que vous faites avec Nathan Crowley, vous pouvez intervenir jusque sur la couleur des murs, la couleur des sols, la couleur du sable dans la rue. Est-ce que vous lui demandez, pour éviter par exemple, je ne sais pas, des reflets, est-ce que vous intervenez sur le travail du production designer? I wouldn't jump that far into his, world. I think where it crosses over into my world, we have conversations. But I think, again, Nathan's work in a film like that begins with naturalism and authenticity. Oui, alors j'irai pas aussi loin que me permettre, en fait, pardon, de rentrer sur le terrain propre de son travail. Mais quand mon travail à moi est concerné, je crois que là, on commence à discuter, voir ensemble comment on peut faire les choses. Mais vraiment, c'est sur ce film-là, la manière dont Nathan a travaillé, la manière dont il a conçu, en fait, tout le travail de décoration, tout ce travail de conception, en fait, de l'aspect visuel du film, c'est le naturalisme, une fois de plus. So it's different with every production designer you work with, and in some cases I've very much asked for particular wall colors and dictated things. With Nathan and Chris would work for long periods of time prior to my involvement. And for me, there was an enormous amount of trust because I knew these sets were going to look beautiful. I knew that they were going to light well. And after a while of working together, Nathan knew what requirements I might have if I needed a hole in a wall or, some space. Most of the Prestige was shot in practical locations. In fact, I think all of it. There's no stage work in this film. It was all shot in practical locations. So a lot of that is, again, you're given this and make of it what you can, and that was my philosophy with the lighting. Oui, je crois que de toute façon, après, la manière dont vous travaillez avec chaque chef déco, elle est différente. Il y a des gens qui vraiment sont très exigeants et très précis par rapport à ce qu'ils peuvent nous demander. Là, en fait, ils ont travaillé vraiment très longtemps en amont du tournage, donc c'est vrai que je les connaissais, je leur faisais donc confiance, je savais que les décors que j'allais avoir besoin de filmer allaient être des beaux décors, que ça allait être des décors où il serait possible de faire des bons éclairages pour tourner. Et du coup, je savais aussi que de toute façon, ils étaient capables, quelque part, de réfléchir aussi à ce qu'étaient mes nécessités à moi. Je crois qu'en outre, sur ce film, on n'a pas du tout travaillé on a travaillé qu'en décor naturel. Donc là encore, avec cette idée naturaliste, et puis aussi avec ce côté faire avec ce qu'on a. Le film, en ce qui concerne son scénario, raconte une histoire finalement jamais racontée, qui est l'histoire d'une rivalité entre magiciens. Rivalité qui existait vraiment, effectivement, au XIXe siècle. Par exemple, entre Houdini, le magicien américain, et Robert Houdin,
Houdini haïssait Robert Houdin, alors que le malheureux Robert Houdin était mort depuis longtemps. Et on n'a jamais pu expliquer la raison de cette haine extraordinaire. Et dans Le Prestige, il y a cette rivalité très romanesque, mais il y a aussi les rivalités entre Edison et Tesla, qui sont tout à fait passionnantes. Et tout ça m'a fait penser aussi à l'atmosphère qui existait au début du cinéma, entre encore Edison toujours, qui essayait à partir du milieu des années 1900 de faire des procès aux cinéastes du monde entier, aux maisons de production du monde entier, parce qu'ils revendiquaient l'invention de la pellicule. Donc cette histoire mêlée est tout à fait extraordinairement passionnante. Et lorsque vous êtes venu visiter les collections de la Cinémathèque, dans ses réserves, vous avez vu un cinématographe lumière. Et pour répondre à la question qu'a posée François Besson tout à l'heure, à votre avis, qui est l'inventeur du cinéma ? The French. Les Français. Everybody knows that Americans just do things for the money, and Europeans do things for the art. Ah, tout le monde sait. Fly over there and eat the food, and you'll find out. Alors tout le monde sait que les Américains font les choses pour l'argent, alors que les Français les font pour l'amour de l'art. Et allez donc aux États-Unis, mangez, et vous comprendrez ce que je dis. That's why I think, we need to appreciate American filmmakers like Chris Nolan, who's English as well, because they value the art form. And the studios, not really. And so we're always fighting for the art. And so to come here and see people that are here for the art of it and appreciate the right things. And again, the films that I, grew up on, particularly the ones from Europe, that's what inspires us. It's the art, not what it can do in the box office. And we've sort of lost track of that in America. And we have to fight for it. And that's why, we have to keep fighting, for the art of it, to make sure that it's not all these money-making trash films. And again, I think the real lesson this year is that, again, Christopher Nolan made a film this year that is an artistic film and as a political film and is an art form, but it made $1 billion. So what does that tell you? It tells you that the audience has an appetite for films of greater depth and greater overall consequence. Oui, c'est pour ça, je crois, pour cet amour de l'art, qu'il faut que on apprécie un réalisateur comme Christopher Nolan, qui est américain mais aussi anglais, parce que c'est quelqu'un qui place en fait la valeur de l'art vraiment au centre de son travail, qui n'est pas, à mon avis, ce que font les studios, et c'est quelqu'un qui se bat pour ça. Et il faut vraiment l'apprécier pour ça, en fait. Les films sur lesquels j'ai grandi sont plutôt des films européens, sont pas forcément des films qui ont toujours bien fonctionné en termes d'entrée réalisée. Et je crois que les Américains ont un peu perdu cette optique en fait du cinéma comme art. On s'est battu pour ça, on continue à se battre et je crois qu'il faut le faire pour que les films en fait ne soient pas simplement des films qui aient pour seul but
de faire rentrer de l'argent dans les caisses en étant largement inepte. Hein. Et d'ailleurs, Christopher Nolan, qui a fait un film cette année, donc qui est Oppenheimer, qui était un film exigeant. Ce film a réalisé 1 milliard d'entrées au box-office, 1 milliard de recettes box-office, et ça montre bien en fait que le public a un appétit pour des choses plus exigeantes, des choses un peu plus profondes, des choses qui peuvent avoir vraiment un sens. Hein. Et ce film était un film qui était un film artistique et politique et qui néanmoins a bien marché. Encore une ou deux questions avant qu'on regarde le Prestige. Vous avez, quand vous parliez de pré-production, quand vous avez reçu, disons par exemple, le scénario de Inception, comment vous procédez avec un scénario comme celui-là? Vous le lisez, vous avez des sueurs froides, ou vous commencez à... Comment vous préparez, dès le scénario, votre propre tournage à partir d'une histoire comme celle-là? Qu'est-ce que vous faites? With those larger films, and the first of the bigger films that I did was Battalion Job, and I did that just before Batman Begins. I found, yes, you sweat. And it's daunting, but you create a process, and the way to prepare it is take one little bite at a time, solve one problem at a time, find the method in which you want to shoot it and execute it within the budget and within every constraint, one little piece at a time. And you can do it in a linear way where you're going from the beginning of the script to the end of the script, or you can find the most difficult bits and start working on those first. And I've always applied the same philosophy to playing music. You learn a little piece of a song, you work hard on the difficult part of the song, and then everything else feels a little easier, and you just take it one bite at a time until you kind of conquered it in pre-production and you're prepared. Oui, en fait, voilà, hein, quand on se retrouve avec des gros films comme ça, ben oui, vous avez raison, hein. On a des sueurs froides comme ça. On a peur aussi, parce que c'est quelque chose, ça représente quelque chose de très impressionnant. Je dirais que le processus, en fait, hein, c'est petit à petit. C'est un morceau, un petit bout à la fois, et puis c'est un problème après l'autre. Alors après, on peut, pour arriver en fait à trouver la méthode qui va fonctionner avec le budget que vous avez, avec les contraintes qui sont les vôtres. Donc soit vous pouvez vous dire que vous allez attaquer la chose petit à petit, mais de manière linéaire, en prenant le scénario du début à la fin, ou alors vous pouvez décider de vous intéresser d'abord aux choses les plus difficiles, mais en tout cas voilà, c'est arriver à trouver en allant doucement, comme pour une chanson par exemple, ce que vous allez faire et pour conquérir cette difficulté. Peut-être une toute dernière question. Je disais pour commencer, en 2014, vous avez réalisé un film qui s'appelle Transcendence. Et donc je disais que ça porte sur l'intelligence artificielle. Et j'aime beaucoup ce film parce que vous y montriez, bien sûr, les dangers de l'intelligence artificielle, mais aussi les infinies possibilités que ça semble ouvrir pour l'évolution de l'espèce et l'intelligence humaine. En 2023, vous en pensez quoi de l'intelligence artificielle? What comes to my mind more than anything else that I never thought about when I was making that film 10 years ago, 11 years ago, was how it would affect our own industry.
La première chose qui me vient à l'esprit, et à laquelle j'aurais jamais pensé il y a 10-11 ans quand j'ai fait le film, c'est à quel point l'intelligence artificielle allait impacter notre industrie. That was science fiction, but fact is, I just saw recently somebody posted a commercial that was made with entirely with an artificial intelligent actor on camera. It was made in Japan, and so everything about it was CGI and AI, and the actress speaks to camera. So it sort of has sent a chill through our spines in our industry, because the actors can be replaced, the directors of photography can be replaced. I suppose the directors are really just sitting in rooms with monitors and visual effects compositors. But that's something that's really going to have a chilling impact on our industry, and I think it's hit us faster than any of us thought it would. And it's really brought home this notion that we all may be replaced by the machines. Oui, c'est vrai que quand j'ai fait ce film, c'était de la science-fiction, mais voilà, aujourd'hui on y est, l'intelligence artificielle est là, et récemment j'ai vu une publicité entièrement réalisée en intelligence artificielle au Japon. Où il y a des comédiens qui parlent face à la caméra, etc. Voilà, il n'y a pas de comédien, il n'y a rien. C'est que de l'effet spécial et de l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça fait peur un peu tout ça. Je pense que les acteurs vont pouvoir être remplacés, les directeurs de la photo vont pouvoir être remplacés. Quant aux réalisateurs, ils seront sans doute enfermés dans une pièce avec tous ces techniciens qui dominent les effets spéciaux et l'intelligence artificielle. Ça va avoir des conséquences, et en tout cas ça a déjà commencé à nous affecter bien plus vite qu'on avait pu l'imaginer, et je pense que à terme on va tous pouvoir être remplacés. Oui. Maybe we should be watching Terminator. On devrait peut-être regarder Terminator. Donc ça va pas être Terminator, ça va être un autre. On va projeter le Prestige, tout en vous remerciant 1000 fois. Quand on vous a dit qu'on allait projeter le Prestige et qu'on vous a dit qu'on allait le projeter en 35 mm, vous nous avez dit si vous le projetez en 35 mm et pas en numérique, alors je reste, je vais peut-être revoir le film. Absolutely. I was thrilled to hear that. And of course, I can expect nothing less from you guys than to show this in the original film print. To me, it's thrilling because the film prints are finals that I carefully supervised myself, whereas the subsequent video transfers and broadcast versions are not the same as what we had printed 15 years ago. So I greatly appreciate you showing this in 35 mm. Voilà, donc effectivement, quand vous m'avez dit ça, j'ai trouvé ça très exaltant. Bon, ceci dit, j'en attendais pas moins de vous, quand même. C'est vrai que, cette copie originale 35, c'est vraiment la copie qu'on a et que j'ai supervisé jusqu'au bout. Donc c'est le film tel qu'on a souhaité le faire avec Christopher Nolan, et tout ce qu'on peut voir autrement en vidéo, etc., c'est pas exactement ça, puisque ça n'a pas été supervisé par le réalisateur et tous les gens qui travaillaient sur le film. Voilà, donc on va avoir la chance de voir le Prestige avec son directeur de la photo dans la salle. Je remercie Pascal Fougère pour l'interprétariat, la traduction, et 1000 fois merci. Merci.